Bien, aujourd'hui, nous accueillons Washington Kwakwa, qui est président du PT de Rio de Janeiro, membre de la direction nationale du PT, donc du Parti des travailleurs brésiliens, et ancien maire de la ville de Marica. E bom dia, Washington. Bom dia. Vamos a falar da conjuntura brasileira, da conjuntura também da esquerda e do PT neste pequeno programa. Donc, nous allons donc évoquer ce matin la conjoncture brésilienne, celle du PT, de la gauche brésilienne, dans quelques minutes. Primeira pergunta. Como é possível entender, compreender a vitória de candidato da ultradireita nas eleições brasileiras? Quero falar, por suposto, de Jair Bolsonaro. Première question, comment comprendre la victoire d'un candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, aux dernières élections brésiliennes? Entender a vitória do Bolsonaro é um desafio, porque é muito complexo. Porque você tinha lugares, na maioria dos lugares pobres das classes populares, que votam em Lula e que há 3 meses atrás votavam em Lula e dariam a vitória no primeiro turno para o Lula, acabaram votando no Bolsonaro. Comprendre ce qui s'est passé à cette élection est un défi. Parce que il y a 3 mois encore, l'électorat populaire qui était massivement prêt à voter pour Lula a changé pour voter Bolsonaro. Et comment entender este voto popular para Bolsonaro? Comment comprendre que Bolsonaro ait eu un vote populaire? Eu acho que você tem que usar um misto de sociologia e psicanálise para entender esse movimento do povo brasileiro. Il faut croiser des éléments sociologiques et psychologiques pour comprendre ce comportement des électeurs brésiliens. A primeira coisa é que, pela primeira vez na história do Brasil, nos 12 anos de governos do PT e do Lula e Dilma, o povo brasileiro experimentou um crescimento econômico grande. Bon, premier élément, pendant 12 ans, dans les gouvernements de Lula et Dilma Rousseff, le peuple brésilien a eu la possibilité d'avoir une grande amélioration, il y a une croissance et une amélioration de son niveau de vie. 30 milhões de pessoas saíram da miséria e 40 milhões de pessoas acessaram níveis de consumo de cultura nunca vistos na história do Brasil. 30 millions de personnes sont sorties de la pauvreté et 40 millions ont eu accès à des éléments de consommation et de culture jamais vus jusque-là au Brésil. E já no final do governo Dilma, e sobretudo a partir do golpe de Estado parlamentar dado no Brasil, as condições econômicas desse pessoal retrocedeu muito, piorou muito. Alors, premier élément important qu'il faut noter, sur la fin de la période de Dilma Rousseff, et évidemment après le coup d'État qu'il a écarté, destitué du pouvoir, ces catégories de personnes ont noté une détérioration de leur niveau de vie. Então é aí que entra a psicanálise. Essas pessoas queriam a volta do Lula, do pai afetuoso, do pai que cuidava da vida deles. Alors peut-être qu'il faut évoquer la psychanalyse. Les électeurs voulaient le retour du père, le retour de celui qui avait amené des bonnes choses. Por isso, dariam ao Lula uma vitória no primeiro turno. Na falta do pai afetuoso, buscaram um pai severo, um pai que com força, com arma e com ameaça. Ils auraient voté pour Lula au premier tour, mais par défaut d'avoir ce père affectueux, ils ont voté pour un père fouettard. E, na verdade, o que o povo queria é um mínimo de segurança para retornar às condições de vida em que experimentaram durante os anos do Lula. Le message, c'est que cette population qui avait vu s'améliorer son niveau de vie voulait revenir et a voté dans l'espoir de revenir à la situation qui était la sienne avant la crise. Então, isso explica muito. É difícil explicar tudo o que aconteceu, mas eu ousaria dizer que a crise econômica associada à necessidade de alguém que garantisse o retorno às condições melhores de vida foi que fez com que essa população que votava há pouco tempo no Lula, com o impedimento da candidatura do Lula através de um processo judicial viciado, né, que impediu o Lula de ser candidato a presidente, migrasse para a extrema-direita. Mais pour moi, c'est l'élément essentiel. La crise et
le souhait de la plupart des gens de cet électorat populaire qui avait vu son niveau de vie, puisque Lula ne pouvait pas participer à l'élection, de choisir un candidat qui pouvait éventuellement leur garantir ce retour au passé. Então, você não pensa que Bolsonaro não tinha também o suporte das classes médias e dos gente mais rica do Brasil? Vous ne pensez pas quand même que Bolsonaro avait aussi l'appui des classes moyennes et de celles qui sont les plus puissantes économiquement parlant au Brésil? Sim, ele teve o apoio da classe média, que é uma classe média fascistizada, uma classe média racista, uma classe média sexista, uma classe média homofóbica, mas ela é minoria. Il avait effectivement l'appui de la classe moyenne qui est en voie de fascisation, qui est sexiste, raciste, homophobe, mais il faut noter que malgré tout, cette catégorie sociale est minoritaire. Pois é, quem deu a vitória ao Bolsonaro foi o eleitor popular, que votava no Lula e no PT. Donc l'élément qui a permis à Bolsonaro de gagner, c'est le basculement d'une partie de l'électorat populaire. Mas há uma diferença entre o Bolsonaro e a direita clássica. A direita clássica, de certa maneira, busca um discurso nacionalista, busca um discurso de proteção de emprego, e o Bolsonaro é um ultra neoliberal. Então ele já entrou em contradição com quem o elegeu. Alors, il faut noter malgré tout qu'il y a des contradictions entre la droite traditionnelle et Bolsonaro. La droite traditionnelle est nationaliste, elle est protectionniste, ce que n'est pas Bolsonaro qui est ultralibéral. Et donc, on constate déjà aujourd'hui des contradictions entre Bolsonaro et la droite traditionnelle. Então, para o ano 2019, Bolsonaro vai ter mais problemas com seus amigos da direita que com a opposição da esquerda. Ce qui veut dire que Bolsonaro pourrait en 2019 avoir davantage de problèmes avec la droite traditionnelle qu'avec l'opposition de gauche. A coalizão de apoio ao Bolsonaro é muito diversa e muito contraditória. O voto dele foi um voto popular, que espera mais direitos, que espera melhores salários, que espera melhores condições de vida. Le bloc qui a soutenu Bolsonaro est très diversifié. Donc dans sa partie populaire, il y a des gens qui ont voté pour lui en espérant avoir de meilleures conditions de vie, de meilleurs salaires et revenir donc à l'époque des années Lula. Mas por sua vez, o bloco de poder, né, quem comanda e quem organizou o poder do Bolsonaro foram os rentistas, os grandes rentistas e as grandes corporações, com ajuda clara, concreta dos Estados Unidos e de Israel, inclusive com tecnologia de internet, de redes sociais vindas de lá, e os militares. Bon, mais il faut prendre en compte aussi le fait que les puissances économiques qui ont soutenu Bolsonaro, ce sont essentiellement les gens liés à une économie rentiste, donc liés a des intérêts nord-américains et a des intérêts israéliens. Então, o bloco de poder tem contradições internas entre militares e os rentistas. Et militaires également. Et donc, il y a des contradictions dans ce bloc de pouvoir entre le secteur militaire et le secteur rentiste de l'économie. Agora, a contradição fundamental é a contradição entre o núcleo de poder e a base eleitoral que votou em Bolsonaro. Essa contradição já se manifesta na montagem do governo e nas primeiras propostas de retirada de direitos dos trabalhadores. La contradiction fondamentale, au-delà de celles qui ont été signalées, c'est entre le bloc de pouvoir et la majorité des électeurs. Donc ces contradictions ont commencé à apparaître dès la constitution du gouvernement et les premières mesures qui ont été annoncées. E o grande problema dele é que o fantasma do Lula, né, do governo que deu direitos, que melhorou a vida do povo, está muito presente na sociedade e fisicamente, embora preso, o Lula é um símbolo do Brasil. Et pèse sur ce gouvernement le fantôme de Lula qui a laissé l'image d'un mieux vivre, d'un mieux-être dans la société brésilienne et qui est malgré tout, même s'il est emprisonné, toujours présent.
E qual é a reação da esquerda? O PT propôs frente democrático. Parece que tem muito problema para constituir-se. Et quelle a été la réaction de la gauche? Le PT a proposé la création d'un front démocratique, mais il semblerait qu'il ait des difficultés à se mettre en place. A Frente Democrática, ela se deu na prática. Tanto é que o Haddad cresceu muito eleitoralmente, era um candidato desconhecido, embora prefeito de São Paulo, mas era desconhecido do país. Ele cresceu muito na disputa eleitoral e a Frente Democrática se deu na prática, com artistas, com personalidades, com intelectuais, com gente do povo que não votou no PT, que sequer gostava do PT e foi para a rua pedir voto para o Haddad numa frente antifascista e numa frente democrática. Embora o Ciro Gomes, que foi um candidato que teve importância na eleição, tenha tido uma posição muito ruim na eleição de não participar do processo eleitoral no segundo turno. Et effectivement, il y a eu une dynamique de Front démocratique qui s'est créée pendant la campagne électorale avec des gens qui n'étaient pas pour beaucoup des électeurs traditionnels du PT, des gens qui se sont mobilisés dans la rue pour la démocratie, contre le fascisme, des chanteurs. Donc Fernando Haddad a bénéficié de cet élan. Malheureusement, le constat que l'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'un candidat qui a été important, pour le nombre de voix qu'il a obtenu au premier tour, Ciro Gomes a une attitude très négative et qui porte atteinte à cette dynamique qui était en voie de constitution. Et comment ves le futur du PT? Comment vois-tu le futur du PT? O PT é um partido muito enraizado em todo o Brasil, nos movimentos sociais, nas áreas periféricas, mas também se institucionalizou demais. Disputou eleições, governou, mudou a vida de milhões e milhões de brasileiros, mas seus quadros, seus militantes se burocratizaram demais, ficaram demais no Estado e abandonaram o trabalho da periferia. Bon, le PT est un grand parti présent dans tout le Brésil. Le problème qui s'est posé et qui se pose, c'est que c'est un parti qui, avec les victoires électorales, s'est institutionnalisé et a quelque part abandonné le contact direct avec les gens, le travail de rue, le travail de quartier. O nosso desafio agora é ampliar o trabalho nas periferias, fazer o trabalho de formação cultural e política do povo, em especial da juventude, e continuar trabalhando em cima do legado de tudo que Lula fez. Ninguém nesse mundo fez no século XXI o que nós fizemos, que é tirar 30 milhões de pessoas da miséria, que é fazer com que 40 milhões de pessoas ascendessem socialmente, 7 milhões de moradias para os pobres, água e energia no Nordeste brasileiro todo, desenvolvimento econômico imenso no Brasil. Então, nós temos um legado que precisa ser propagandeado nas periferias, porque o Bolsonaro, a ideia do Bolsonaro e o governo do Bolsonaro vai ruir muito rapidamente. Donc, le défi qui est posé au PT, donc pour résumer les propos, sont de deux ordres. Le premier, c'est de reprendre le travail avec les gens dans les périphéries et de reprendre, deuxième point, ce travail essentiellement en mettant en valeur les acquis de la période Lula, les acquis sociaux qui ont permis de sortir des gens de la pauvreté, de faire entrer d'autres millions dans une consommation culturelle et matérielle, et d'avoir accès au logement. Donc 7 millions de logements ont été construits pendant cette époque, et de le faire non seulement pour rappeler ces acquis, mais parce que le gouvernement de l'année prochaine, le gouvernement donc, qui est sorti des élections, de Jair Bolsonaro, va remettre en cause l'essentiel de ces acquis, et donc il faudra expliquer aux gens ce qui a été fait et ce qui est en train d'être défait. Ultima pergunta. Pense que la démocratie est en péril au Brésil. Dernière question, est-ce que vous pensez que la démocratie est en danger au Brésil? É de se contestar se ela já não foi ferida de morte, porque o poder judiciário brasileiro, capturado pelos interesses do capital, hoje agem como um poder moderador. A prisão do Lula e a condenação do Lula de maneira completamente ilegal, sem qualquer prova, ultrapassando todos os limites da Constituição,
que diz que uma pessoa só pode ser presa depois do processo transitado em julgado. O judiciário brasileiro já controla, junto com as forças policiais, a democracia brasileira. É uma democracia manietada, uma democracia que foi ferida, né? Então, a disputa eleitoral já foi dada em condições impostas por uma justiça partidarizada. Porque se Lula fosse candidato, ganharia no primeiro turno. Então, a democracia brasileira já não é mais uma democracia substantiva. Agora, de fato, o Bolsonaro é uma ameaça, inclusive com o retorno dos militares à cena política. Ele tem feito tanta bobagem antes de assumir que a gente começa a achar que a ditadura de fato, a ditadura tradicional, já começa a se afastar essa possibilidade. Mas ela é uma possibilidade real no Brasil. On est dans une situation particulière au Brésil de démocratie sous contrôle des pouvoirs financiers, sous contrôle indirect de l'armée qui peut avoir un rôle plus important, avec une action de la justice qui est sortie des règles de fonctionnement classiques de la démocratie. Il faut rappeler que Lula a été condamné sans preuve, qu'il n'a pas pu participer à l'élection, alors que s'il avait pu y participer, il aurait gagné au premier tour. La population commence maintenant à prendre conscience que les élections qui se sont déroulées n'ont pas été des élections démocratiquement normales et que les premiers gestes et les premières mesures annoncées confirment ce dérèglement du système démocratique au Brésil. Bom, muito obrigado, Quaquá. Penso eu que teremos que falar em outra oportunidade dentro de uns meses, depois da primeira medida que vai tomar este novo governo de Jair Bolsonaro. Donc merci Quaquá pour cette contribution, mais nous aurons certainement l'occasion de reparler du Brésil, certainement dans quelques mois après l'adoption des premières mesures par le gouvernement de Jair Bolsonaro. Grande abraço.